Depuis le début de la célébration tournante de la fête de l'indépendance dans les chefs-lieux de région en 2008, la caravane a traversé 11 villes qui ont toutes bénéficié de réalisations d'infrastructures. Alors, que deviennent ces réalisations et avec quel impact sur le développement des collectivités territoriales bénéficiaires? Le Sifweb a tenté de comprendre à travers une étude. La fête de l'indépendance, c'est dans moins de 24 heures, mais avant, replongeons-nous dans les souvenirs de la période coloniale et post-coloniale, une époque remise au goût du jour à travers une exposition d'objets et de livres anciens au Salon des conservations de la curiosité et des collections dans la cité du Paysan Noir. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir. Je vous le disais à l'instant, à chaque fête de l'indépendance, la ville haute bénéficie de réalisation d'infrastructures routières, bâtiments administratifs et logements sociaux, entre autres. Depuis 2008, à Fadane Gourma, les 11 régions qui ont abrité la fête de l'indépendance ont connu sensiblement les mêmes réalisations. Alors, on se demande quel est le véritable impact de ces infrastructures sur le développement de ces localités. Le Sifweb, le Centre d'information et d'études sur le budget, a commandité une étude pour en savoir davantage. La restitution a eu lieu en début de semaine à Banfoura. Luc Pacbelgué. La célébration du 11 décembre, la fête de l'indépendance du Burkina Faso, a quitté la capitale Ouagadougou depuis 2008. Dès lors, une phase tournante de la célébration de cette date importante du pays a été entamée. Avec Banfoura qui accueille les festivités cette année 2020, c'est 11 régions au total qui auront été traversées. Toutes ces régions ont connu des réalisations de tous ordres, mais que sont-elles devenues ces réalisations dans ces régions, notamment les chefs-lieux de la plupart, après les célébrations? Une question qui a guidé une étude du Sifweb, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, sur l'impact du 11 décembre sur le niveau de ressources propres des collectivités d'intervention. L'étude a couvert 8 chefs-lieux de région ayant déjà abrité la fête nationale que sont Dédougou, Gawa, Koudougou, Manga, Dori, Kaya et Waïguya. Et la restitution se fait à Banfoura. Alors, on constate que pour certaines localités, pour certaines communes, effectivement, les investissements du 11 décembre ont impulsé un changement positif, en tout cas en termes de potentiel, en termes de recouvrement pour certaines lignes budgétaires. Et pour d'autres communes aussi, on a constaté qu'il n'y a pas eu de différence majeure en comparant avant le 11 décembre et après le 11 décembre. Donc, nous avons cherché aussi à analyser un peu les facteurs qui peuvent expliquer cette situation, qui peut être due au mécanisme d'organisation des administrations de recouvrement qui ne se sont pas adaptés au nouveau cadre et aux nouveaux acteurs qui sont arrivés sur la scène. Les résultats obtenus indiquent que les investissements induits par l'organisation du 11 décembre n'ont pas profité au budget des communes. Sur les 8 communes investiguées, seule la commune de Gawa a connu une amélioration des recouvrements au-delà des projections, d'où des recommandations pour améliorer la formule. Il faut continuer, mais en revoyant la formule, parce que le 11 décembre est une opportunité d'investissement dans les collectivités, les localités qui accueillent les infrastructures. Nous savons que nous avons des préoccupations en termes économiques, en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois. Donc, dans le choix des investissements, il faut que le facteur promotion économique, le facteur donc économique soit pris en compte. Au lieu de favoriser des investissements, des infrastructures, des statuts, il faut favoriser des infrastructures qui peuvent aider à soutenir l'économie locale, à soutenir la production locale pour permettre aux populations de générer plus de revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. La célébration tournante de la fête nationale dans les régions serait vaine si les localités et les populations hautes n'en tirent pas de ressources propres pouvant insuffler leur développement. Sinon, les nombreuses infrastructures construites à coups de milliards seront les seules traces de ces festivités et attendront vainement d'être appropriées par les populations.
Dans moins de 24 heures, le Burkina Faso, ancien Haute-Volta, va souffler la 60e bougie de son accession à l'indépendance. 60 ans de souveraineté, fruit d'une longue lutte. Il y a donc forcément des souvenirs de cette époque coloniale et post-coloniale, des souvenirs ravivés par l'existence de bâtiments, d'engins, d'objets, de livres qui ont survécu au temps. Toute une histoire exposée au Salon des conservations de la curiosité et des collections à Banfoura. Abdou Razak Traoré. L'histoire et les faits marquants qui ont jalonné la marche de toute une nation doivent être exposés au grand public. L'heure n'est plus à l'à peu près. Tout est fait avec soin et précision. Même le lieu de l'exposition est savamment choisi. Rien n'est laissé au hasard. Nous sommes dans la cité du paysan noir, au sein de la toute première maison des jeunes du Burkina Faso, construite sous la période coloniale en 1957. C'est un Burkinabé, un fils de cette région qui s'est battu pour cela. Et tenez-vous bien, le colon qui était le commandant de cercle, M. Bodo, a effectivement participé. Il n'a pas eu horreur de cela, bien que ça allait servir pour promouvoir des idées évolutionnistes qui ont précédé l'indépendance sur l'instigation de Lompolo Koné, ancêtre donc du théâtre burkinabé, qui à l'occasion a présenté la toute première pièce théâtrale burkinabé, à savoir donc Au pays du paysan noir. Décryptage dépend de notre histoire avec un focus sur des personnages clés de la région des Cascades, région qui abrite les festivités du 11 décembre 2020, mais aussi exposition d'objets ou d'engins complètement introuvables au XXIe siècle, ou encore des affichages sur l'exactitude des grands moments de l'histoire du pays des hommes intègres, des décrets coloniaux portant création et reconstitution de la Haute-Volta en passant par les journaux officiels. Toute la documentation est disponible. Sans oublier ces visiteurs qui vont aux anges face à des objets centenaires qui rappellent bien des souvenirs. C'est surtout ça, le Salon des conservations, de la curiosité et des collections édition 2020. Bien sûr, parce que ça me rappelle mon enfance et ma jeunesse, quoi. Voilà, des objets que j'ai connus et qui ont complètement disparu dans l'utilisation des choses aujourd'hui. Et voilà. Que les enfants sachent qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour que ce pays-là existe. Nous avons pu faire le répertoire ici à Banfoura de l'ensemble des filles et fils et donc, qui ont contribué à l'existence de ce pays. Tant au niveau du gouvernement, vous ne le savez pas, la première femme donc, qui a été membre du gouvernement vient de Banfoura ici. C'est l'époux de Wézien Koulibaly. Vous voyez, nous avons par exemple jusqu'à 2 présidents d'Assemblée nationale ici. Donc depuis l'Assemblée territoriale, donc à l'Assemblée nationale. Le parcours de ce salon des conservations de la curiosité et des collections n'est pas un long fleuve tranquille. Bourema Djiga et ses collaborateurs en appellent donc à l'implication de tous pour réussir la mission commune. La première voiture, par exemple, qui est entrée ici, qui était donc de marque Jeep, datant de la Première Guerre mondiale, a disparu comme ça, parce qu'après le décès du propriétaire, bon, les héritiers, c'est vrai, ça ne pouvait pas rouler et tout, mais ils n'ont pas su que ça avait toute une grande valeur, par exemple, pour notre histoire. Aujourd'hui, on aurait pu exposer ce véhicule ici, à Banfoura, pour dire, on vous présente le premier véhicule qui est entré ici, donc, dans notre pays, et c'était donc à Banfoura. C'est un Australien qui est venu, qui a eu vent, qui l'a payé, qui est parti avec, et puis bon, donc c'est terminé. Il ne faut plus que cela se répète. Il ne faut pas que nous continuions dans ce complexe vis-à-vis de notre culture. Il ne faut pas que nous ayons horreur de notre passé. Parce que si nous ne nous approprions pas de notre passé, pour mieux vivre notre présent, nous ne pouvons pas créer notre futur pour notre bonheur. S'approprier du passé pour mieux vivre le présent et construire le futur avec sérénité, voilà qui est clairement affiché. Et désormais, cette noble mission de recherche et de diffusion sur l'histoire, ces personnages, ces biens immatériels et matériels, à chaque célébration de l'indépendance est confiée séance tenante à l'association de Bourema Djiga. Cette instruction du ministre de l'administration territoriale devrait ainsi amorcer l'ancrage institutionnel de l'association pour la préservation du patrimoine culturel par la collection.
On reste dans le registre des souvenirs pour parler de ces personnalités qui ont marqué l'histoire du pays et originaires de la région des Cascades. Il s'agit par exemple de Béon Koné, le premier président de l'Assemblée territoriale de la Haute-Volta, de Lompolo Koné, ministre voltaïque des Affaires étrangères, et de la toute première femme ministre de l'Afrique occidentale, Mme Wenzin Coulibaly Traoré. Leurs portraits ont été exposés à la foire de l'indépendance dans le stand de nos confrères de Sidoya. Soto Justin Dabiri. Les éditions Sidoya au cœur de la célébration dans la cité du paysan noir du 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Dans son stand installé au sein de la foire de l'indépendance, une exposition de photos des filles et fils de la région des Cascades qui ont marqué l'histoire de la nation burkinabé. Vous avez devant vous la première femme ministre de l'Afrique occidentale, la femme de Wenzin Coulibaly, qui s'appelle Madame Wenzin Coulibaly, née Traoré, qui est native de la région, qui a été ministre de 1958 à 1959. Et après ça, elle a été députée et puis encore, elle a été sénateur de la commune de Banfora. Vous avez ici aussi Béon Koné, en compagnie de Maurice Yamiro, qui a été le premier président de l'Assemblée de la Haute-Volta. Et là-bas, vous avez Fayama Badaï, qui a été ministre de la Défense de 1995 à 1997. Et Lompolo Koné aussi, qui a été ministre voltaïque des Affaires étrangères. Également dans le stand des éditions Sidoya, les festivaliers pourront découvrir le tout nouveau numéro spécial du journal de tous les Burkinabés. Un numéro qui parle des potentialités économiques, culturelles, sociales de la région des Cascades. Chaque année, on produit un numéro spécial. Et cette année, nous sommes à notre 9e édition pour 2020. Donc on est là avec ce spécial pour la région et en même temps profiter de faire la promotion des produits et services de citoyens. Dans ce numéro spécial, vous trouverez vraiment les grandes figures de la région. Qu'est-ce que les fils et les filles de ce pays ont fait pour la région? Quelles sont les potentialités de la région? Passez massivement à notre stand, il ne reste pas beaucoup. On a amené en quantité, mais il n'en reste pas beaucoup. Passez vous en procurer, ça sera un bon souvenir pour la région et vraiment aussi un truc d'information, de culture générale pour ceux qui ne connaissent pas la région. La contribution des élites et de la diaspora des Cascades à l'édification du Burkina Faso, c'est le thème de cette exposition. Les festivaliers ont jusqu'au 11 décembre 2020 pour découvrir l'histoire de la région des Cascades et celle de ces élites qui ont marqué le développement socio-économique du Burkina Faso. On reste dans la cité du paysan noir où s'est tenue hier la rencontre trimestrielle entre le FPDCT, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, et le FICOD, le Fonds d'intervention pour les collectivités décentralisées, deux structures aux missions presque similaires, mais qui, loin d'être rivales, mettent en commun leurs compétences afin de mieux accompagner les collectivités territoriales sur le chemin du développement. Abdourazak Traoré. Elle devrait se tenir depuis janvier 2020. Le coronavirus a fait son effet. Conséquence, c'est presque un an après que la rencontre entre les deux partenaires se tient pour statuer sur la qualité des investissements au profit des communes du Burkina Faso. Le FPDCT, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, et le FICOD, le Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées, se donnent la main pour réussir leur mission et surtout éviter de se marcher sur les pieds au regard de la similarité et de leurs tâches. Ce cadre-là, il est prévu que nous mettons en place un protocole de collaboration et ce protocole permet à chaque acteur de mettre un ensemble d'activités pour que les investissements qui se réalisent au niveau des communes là, puisse bien se faire, qu'il n'y a pas de doublons et qu'il y a la complémentarité dans ce qui se fait. Dans ce sens, par exemple, nous devons accompagner toutes les collectivités de la zone d'intervention pour que ces collectivités-là puissent présenter les projets au niveau du fonds permanent. Ça veut dire que dans le cadre de la préparation, il y a l'accompagnement qui est là. Également, on accompagne également l'ensemble de ces acteurs-là pour renforcer les capacités dans
l'entretien, dans l'exploitation des infrastructures. L'objectif est donc on ne peut plus clair, offrir des infrastructures de qualité aux populations burkinabées. Mais dans le cadre de l'accompagnement des collectivités territoriales sur le chemin du développement. Le FICO, tout comme le FPDCT, rencontre les mêmes difficultés. Il s'agit notamment de la faiblesse en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage au niveau des collectivités territoriales. Et cela a un impact sur la qualité des ouvrages livrés et surtout leur durabilité. C'est pourquoi, assez régulièrement, à travers ces rencontres trimestrielles, nous examinons en tout cas les pistes de solutions pour amoindrir en un temps soit peu les désagréments que nous causent les entrepreneurs dans la mise en œuvre des projets que nous finançons. Des entrepreneurs qui pêchent par moments quant au respect de leur cahier de charges dans la réalisation des infrastructures. Le combat prioritaire à mener pour le FICOD et le FPDCT, c'est donc de changer cette donne. Les deux partenaires n'oublient pas qu'ils doivent profiter de l'occasion pour peaufiner les stratégies en vue d'assurer leur résilience face à la Covid-19 qui a stoppé ou ralenti plus d'un chantier de réalisation. Après les cascades, direction le centre-est. À Bagré, après 10 années de mise en œuvre du projet d'appui au pôle de croissance de Bagré, l'heure est au bilan. Un bilan jugé plutôt positif par le Comité national de pilotage du projet, et ce, au regard de nombreuses réalisations infrastructurelles et agricoles obtenues, même s'il y a encore des défis à relever. Benjamin Kwame. Monsieur Bagaya, résident à Bagré, exploite 2,5 hectares de cet espace risicole. Il explique aux membres du gouvernement les mécanismes mis en place par le projet Bagrépol pour un rendement meilleur dans la culture du riz. Plus de 5 500 hectares ont déjà été aménagés dans le cadre de ce projet sur 30 000 envisagés. Le riz produit ici est décortiqué et mis en sac sur place à Bagré. La structure actuelle a une capacité de production journalière de 60 tonnes. Nous avons une quinzaine de permanents, une quarantaine de journaliers. Voilà. Entre autres, il y a au moins 4 femmes qui travaillent avec nous dans l'usine. Bagrépol, c'est aussi la culture maraîchère et fruitière. À côté, il y a la pisciculture. Sur cette étendue d'eau, plus d'1 million d'alevins ont été produits, 980 000 livrés. Ces poissons sont nourris et vendus sur le marché. En 10 ans d'existence, c'est également des ouvrages hydrauliques et des mesures de protection réalisées à Bagré. Et une satisfaction générale se dégage chez le comité de pilotage réuni ce mardi à Bagré. Un bilan assez satisfaisant. Vous savez que nous avons fait le tour en 10 ans, ce que Bagrépol a fait en termes d'aménagement. Et en tout cas, il y a beaucoup d'espoir parce que nous sommes partis des premiers aménagements qui n'étaient pas tout à fait aux normes. Et quand vous voyez maintenant ce qu'il est en train de faire soit avec la Banque mondiale ou ce que la BAD est en train de faire, nous sommes conscients convaincus que cette expérience-là pourra faire tâche d'huile. Dans l'aménagement des périmètres, des populations ont été affectées. Identifiées, ils reçoivent leur titre foncier, signe de compensation, et c'est une grande joie pour eux. Depuis le début, c'est le 3e directeur général à nous rendre visite. Le précédent nous avait promis les documents de nos parcelles, mais nous n'avons rien vu. Avec l'actuel directeur général, c'est du concret. Nous avons aujourd'hui les documents et nous en sommes heureux. C'est maintenant à nous, les cultivateurs, de tout mettre en œuvre pour faire avancer le projet. Ces réalisations ont vu le jour avec certaines difficultés et il faut travailler à les corriger pour la suite du projet. Il faut corriger la lourdeur administrative. Nous devons poursuivre pour créer plus de flexibilité et faire en sorte que tous ceux qui veulent investir, que l'investisseur ne soit pas obligé d'être dispersé au niveau du pôle de croissance, qu'on puisse donner suffisamment de responsabilités aux responsables du pôle de croissance dans les questions liées au retard de paiement au niveau des producteurs. Et ce qui a amené justement quelques difficultés. Et là aussi, nous devons donc travailler. Le secteur privé a investi près de 14 milliards de francs CFA dans la réalisation des infrastructures socio-économiques. Le projet d'appui au pôle de croissance de Bagré, lancé en 2011, a contribué à l'accroissement de l'activité économique à travers la création d'emplois et la hausse de produits agricoles pour lutter contre la pauvreté.
Dans l'actualité internationale, au Ghana, on connaît depuis hier les résultats de l'élection présidentielle. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, l'emporte avec plus de 51% des suffrages exprimés. Il a promis d'opérer davantage de réformes afin de faire du Ghana un pays prospère. Et pour cela, il a même tendu la main à son adversaire, John Dramani Mahama. Le président réélu Nana Akufo-Addo a évité tout triomphalisme lors de ses premiers mots après l'annonce de sa victoire mercredi dès le premier tour de l'élection au Ghana avec plus de 51% des voix. Tout comme je l'ai fait depuis janvier 2017, je vous donne ma parole que je continuerai à travailler très dur pour construire ce Ghana prospère et progressiste auquel nous aspirons. Nana Akufo-Addo a même tendu la main à son principal adversaire, John Mahama, qui a recueilli plus de 47% des suffrages. Les deux partis, le NPP et le NDC, doivent travailler ensemble, en particulier au Parlement, pour le bien du pays. Le temps est venu pour chacun d'entre nous, indépendamment de nos affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main, de se tenir côte à côte et de travailler dur pour placer le Ghana là où il mérite d'être. Les partisans de John Mahama ont pourtant du mal à accepter ce second échec au présidentiel, d'autant que le leader du NDC avait émis des doutes sur la régularité de l'élection. Les observateurs indépendants n'ont relevé pourtant aucune fraude. Cela n'a pas empêché quelques affrontements entre supporters des deux camps. 5 personnes ont été tuées et 19 autres blessées lors de violences liées à l'élection. Retour à Ouagadougou avant de nous dire au revoir. À Sapsé, commune de la province du BAM, dans la région du centre-nord, les populations célèbrent le Napoussoum. Dans leur tradition, c'est l'équivalent du Nouvel An, une cérémonie très symbolique qui marque la fin des moissons et qui donne quitus aux habitants d'utiliser une partie de leur récolte à des fins de réjouissance. C'est aussi l'occasion de resserrer les liens entre les communautés dans un contexte où le vivre ensemble est mis à mal entre certaines communautés du pays. Stéphanie Yen. C'est en procession que les Nakomse ou Nabisi sont allés en ce jour saluer le Risiam Naba, une cérémonie ponctuée de rituels et de danses traditionnelles. À travers cet événement, les initiateurs souhaitent véhiculer un message de cohésion sociale, de vivre ensemble et de paix. Le ministre de l'administration territoriale incite d'ailleurs les autres ethnies à développer des entités allant dans le même sens. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de voir tout ce grand monde-là venir communier donc avec moi. Donc sur ces nouvelles, je souhaitais donc une bonne et heureuse année et remercier les ancêtres pour ce qui s'est passé et également prendre des engagements pour le nouvel an. Nous pouvons encourager la population qui peut avoir donc des saisons d'identité autour desquelles on peut construire la cohésion sociale, on peut construire le vivre ensemble, on peut construire donc l'ensemble des règles qui permettent donc à la société de mieux exister. Je pense que c'était un plaisir pour moi. Je souhaite donc bonne fête donc à toute la population du Niger. Ce rituel revêt une grande importance car il donne le feu vert à la population d'utiliser leur récolte de mil pour en faire du dolo. Cette cérémonie est l'équivalente du Nouvel An chez nous. Sans ces rituels, nous ne pouvons pas utiliser nos récoltes pour faire la bière de mil. Nous pouvons juste les utiliser pour la nourriture. Le Risiam Naba appelle toute la population burkinabé au vivre ensemble, à l'entente et à l'unité nationale. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.